Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation et merci d'être venus. Donc je vais en effet vous parler de ce sujet de la transition des mobilités, comment on peut atteindre finalement nos objectifs climatiques, mais aussi les autres enjeux de transition qu'il peut y avoir d'ici 2050. Et donc la présentation va avoir un peu deux parties. Une première partie, un peu d'introduction, de contexte général, disons des grands leviers qu'on peut solliciter pour répondre aux défis notamment environnementaux dans les transports. Et puis une deuxième partie un petit peu plus spécifique sur quelques questions qui peuvent revenir assez régulièrement dans les débats qu'il peut y avoir sur la transition des mobilités. Donc la première partie pour prendre un petit peu de hauteur déjà sur nos mobilités, comment elles ont évolué ces dernières décennies, voire ces derniers siècles. On peut regarder les grandes caractéristiques de nos mobilités depuis 1800 de manière assez schématique, comment elles ont pu évoluer. On peut regarder ça en termes de nombre de trajets, de temps qu'on passe dans les transports ou encore de kilomètres parcourus. Par exemple, quand on fait une enquête de mobilité, qu'on demande aux gens comment ils se déplacent, on peut leur demander finalement ces caractéristiques-là, à la fois aussi par mode de transport ou aussi par motif. Il y a des déplacements pour aller au travail, d'autres pour aller faire des achats, pour aller faire des loisirs, etc., ou des mobilités à plus longue distance. Et ce qu'on voit quand on regarde l'évolution passée de nos mobilités, c'est que malgré des transformations extrêmement fortes qu'il y avait pu y avoir dans nos mobilités sur les dernières décennies, et j'y reviendrai, eh bien en fait il y a deux caractéristiques parmi ces trois-là qui sont restées relativement stables. C'est-à-dire que le nombre de trajets en moyenne par jour et par personne s'est resté assez stable autour de 3-4 déplacements par jour. Donc ça, c'est une moyenne sur l'ensemble de la population. Et quand on fait un aller-retour, c'est compté comme 2 déplacements. Donc on a cette stabilité-là. Et puis aussi celle en termes de temps de transport. On se déplace de l'ordre de 1 heure par jour et par personne aussi en moyenne. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde. Et donc ça, c'est resté assez stable au cours du temps. Et donc ce qui fait le lien entre les deux est resté assez stable aussi. Ce sont les temps de transport en moyenne par trajet. Si on divise 1 heure par 3 à 4 déplacements, eh bien on a de l'ordre de 15 à 20 minutes par déplacement. Et ça, donc, c'est resté assez stable au cours du temps, mais c'est aussi un ordre de grandeur qu'on retrouve aujourd'hui dans nos mobilités d'aujourd'hui entre les différents modes de transport qui peuvent être utilisés. Donc aussi bien la marche que le vélo, que les transports en commun du quotidien ou encore la voiture vont être utilisés sur des durées moyennes pour les trajets du quotidien de l'ordre de 15 à 20 minutes. Par contre, ce qui est très différent entre les modes de transport que je viens d'évoquer, c'est leur vitesse. Et du coup, avec 15 à 20 minutes, est-ce qu'on fait plutôt 1 kilomètre ou un petit peu plus si on fait ces 15-20 minutes avec la marche, ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de 10, 15, 20 kilomètres si on le fait avec des modes de transport rapides, dont la voiture qui, on le verra, s'est imposée dans nos mobilités. Et en fait, comme historiquement, on a eu un report très fort depuis la marche vers le vélo, eh bien, ce qui fait le lien entre la demande, les kilomètres parcourus et les temps de transport, les heures, les kilomètres heure, eh bien, cette vitesse moyenne de déplacement, historiquement, a été multipliée par 10 à 12 en ordre de grandeur depuis 2 siècles. Donc, une accélération vraiment extrêmement forte de nos mobilités. Et puis, quand on accélère les mobilités, ce qu'on se dit, c'est pour gagner du temps, quelque part. Et en fait, quand on regarde historiquement, on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports, puisque, comme je vous le disais, ça s'est resté assez stable, autour de 1 heure par jour et par personne. Mais on en a plutôt profité, finalement, pour aller plus loin, pour accéder à un territoire plus vaste, d'où le fait que cette demande de transport, ces kilomètres parcourus par jour et par personne, ont été multipliés par 10 à 12 en ordre de grandeur. Donc là, c'est combiné mobilité du quotidien et mobilité plus longue distance, parce que dans le même temps, en fait, comme le nombre de trajets est resté assez stable, c'est que la distance moyenne de nos déplacements a été multipliée par 10 à 12. Et c'est comme ça qu'on comprend tout un tas de tendances qu'on a eues par le passé, à la fois dans l'évolution de l'aménagement du territoire, typiquement l'étalement urbain, entre autres tendances, ou encore dans l'évolution de nos modes de vie, dans l'évolution de nos modes de nos déplacements de manière générale, l'augmentation des distances domicile-travail pour aller jusqu'au commerce, pour aller jusqu'au loisir, ou encore le développement des voyages à plus longue distance qui a aussi été rendu possible par un accès croissant à des mobilités plus rapides qui permettent d'aller beaucoup plus loin tout sans le faire, disons, avec des temps de transport trop élevés. Donc ça, c'est une tendance majeure de l'évolution passée de nos mobilités, c'est, disons, accélération des mobilités qui entraîne cette hausse des distances. Si maintenant on regarde entre les différents modes de transport qui ont pu être utilisés au cours du temps, comment est-ce que ça a pu évoluer, avec les estimations qu'on peut en retrouver, en tout cas, donc ça, c'est les temps de transport que je vais illustrer entre 1800 et 2017,
répartis entre les différents modes. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, sur le 19e siècle, c'est la marche en bleu clair là qui domine très largement les mobilités. On voit que le transport attelé, donc avec le cheval, se développe progressivement au cours du siècle. Le ferroviaire également en vert, bien que ça représente encore en 1900 une part assez limitée des déplacements. Et puis on commence à voir un petit liseré bleu marine sur le développement du vélo aussi à la fin du 19e siècle. Si je rajoute une cinquantaine d'années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concurrence beaucoup plus forte entre différents modes de transport. La voiture en orange qui apparaît et prend un peu plus de place, les transports en commun routier en jaune, donc les bus et les cars, le ferroviaire qui prend plus de place, le vélo aussi qui se développe davantage. Et en gros, tous ces modes de transport-là font disparaître le transport attelé sur cette période. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 1950, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a de l'ordre de même pas 3 générations, eh bien c'est encore la marche qui domine très largement les mobilités. Plus de 80% de nos temps de transport sont constitués par la marche. Mais c'est une situation qui ne va pas durer encore très très longtemps, parce que si maintenant je rajoute une bonne quarantaine d'années, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'il y a un report extrêmement fort, comme j'évoquais juste avant, finalement depuis la marche qui a énormément diminué, vers la voiture qui prend une place dominante dans les mobilités, qui est aujourd'hui le mode de transport le plus important, notamment quand on raisonne en temps de transport. Et puis, depuis le début des années 90, finalement, si on prolonge jusqu'à 2017, et ce serait à peu près pareil si on avait les chiffres jusqu'à 2022 ou même 2023, eh bien, finalement, la part entre les différents modes de transport, en termes de pourcentage des temps de déplacement, est relativement stable depuis maintenant de l'ordre de 3 décennies, parce qu'il y a aussi, finalement, une sorte de saturation de l'usage de l'automobile. Elle s'est tellement développée qu'au bout d'un moment, il n'y a plus forcément de marge, entre guillemets, d'augmentation. Et puis aussi parce qu'il y a des habitudes de mobilité qui se sont constituées et qui sont assez difficiles à bousculer également. Si on regarde maintenant en termes de kilomètres parcourus, et là ça va être une petite animation qui va montrer ça, comment est-ce que ça a évolué du coup de là depuis 1820, donc là sur 200 ans, donc y compris en kilomètres parcourus. Pendant longtemps c'est la marche qui domine. Là on approche la fin du 19e siècle, c'est la marche qui domine, le transport attelé, le ferroviaire qui se développe un peu, puis arrive le vélo, la voiture, les 2 roues motorisées, les bus et les cars. Mais encore une fois, finalement là c'est encore la marche qui domine en kilomètres parcourus jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, à partir de 1950, c'est là qu'on va voir la voiture qui prend toute sa place. L'échelle change en haut, plus de 10, plus 15, plus de 20 km en moyenne par jour et par personne, bientôt plus 30, voilà. On arrive là aux années 2000, et puis sur la fin de la période, on voit que c'est finalement un peu plus le transport aérien qui prend davantage de place en kilomètres parcourus. Et donc, si jamais on replace ça sur le même type de graphique que j'avais tout à l'heure, mais cette fois-ci en kilomètres, et ces kilomètres-là ne sont pas restés constants, eh bien, ce qu'on voit, c'est à quel point il y a eu cette augmentation des kilomètres parcourus, essentiellement, finalement, depuis le début des années 50, et essentiellement via la croissance de l'automobile. En 1950, c'était une voiture pour 25 habitants qu'il pouvait y avoir en France. Et depuis le début des années 2000, on est à peu près une voiture pour 2 habitants, voire même un petit peu plus désormais. Donc c'est vraiment cette croissance de l'automobile qui a fait, de l'usage de l'automobile, qui a fait que... de la possession puis de l'usage, qui a fait qu'on a fait de plus en plus de kilomètres, notamment en voiture. Et puis sur la fin de la période, on voit que c'est un peu plus le transport aérien qui porte ces kilomètres parcourus à la hausse. Et donc quand on regarde aujourd'hui sur les 3 caractéristiques que je vous évoquais au tout début, nombre de trajets, temps de transport ou kilomètres parcourus, quelle est la répartition entre les différents modes? Et bien sur ces 3 caractéristiques, on voit que c'est la voiture qui domine assez largement nos mobilités, avec quasiment les 2 tiers de nos mobilités qui sont constituées par la voiture. Devant, en second mode de transport, si on raisonne en nombre de trajets ou en temps de transport, c'est la marche qui va être le deuxième mode de transport. Et c'est finalement, on l'oublie trop souvent à la fois dans les débats sur nos mobilités, sur les politiques publiques, sur l'aménagement aussi de nos villes ou l'aménagement plus général de nos territoires. Donc ce mode de transport, voilà, qui a une importance tout à fait importante, à la fois pour des trajets entièrement faits à pied, mais aussi des trajets qu'on appelle intermodaux quand on utilise la marche, par exemple, pour aller prendre un bus ou encore un train. Et puis ensuite, il va y avoir donc les transports en commun ferroviaires, puis les transports en commun routiers,
Puis le vélo qui aujourd'hui représente une part assez limitée en termes de mobilité en France. On est actuellement autour de 3 à 4% en termes de nombre de trajets. Et puis si on raisonne plutôt en kilomètres parcourus, comme j'évoquais tout à l'heure, là c'est plutôt le transport aérien qui est le deuxième mode de transport derrière la voiture. Si on regarde en émissions de CO2, c'est à peu près la même chose, puisque les transports en commun, les modes actifs, bien évidemment, pèsent beaucoup moins en termes d'émissions. Et puis pour le transport aérien, une autre particularité, c'est qu'il n'y a pas que les émissions de CO2 comme effet réchauffant sur le climat. Il y a aussi des effets hors CO2, notamment les traînées de condensation qu'on peut voir parfois, ça dépend des conditions météorologiques, qu'on peut parfois voir dans le ciel, ou encore les émissions de NOx, les oxydes d'azote en haute altitude qui entraînent d'autres transformations chimiques, etc., qui ont un effet plutôt réchauffant. Et les dernières évaluations nous montrent qu'en gros, 2/3 du forçage radiatif, donc la contribution au réchauffement de l'aérien, ce sont des effets hors CO2. Donc si je multiplie cet effet-là par 3, eh bien du coup en pourcentage, on se retrouve avec une part de l'aérien dans l'ensemble de l'impact réchauffant de nos mobilités en France, qui est quand même loin d'être négligeable, surtout si on compare à des niveaux de pratique qui sont assez faibles, que ce soit en temps de transport ou bien sûr encore plus en nombre de trajets, étant donné que ce sont des trajets particulièrement rares sur l'ensemble de nos mobilités. Et puis si on regarde au-delà du transport de voyageurs, là ce que je vous ai évoqué c'était la mobilité des voyageurs, un peu plus globalement, d'où viennent les émissions des transports en France? Il y a aussi les transports de marchandises. En gros, les transports en France, c'est de l'ordre de 30% des émissions sur le territoire national. Et en gros, les 2/3 viennent du transport de voyageurs et 1/3 des marchandises. Donc ça veut dire, si on reprend sur le global, il y a à peu près 20% des émissions françaises qui sont liées au transport de voyageurs et 10% sur le transport de marchandises. Et un des biais qu'on peut, et ça vient essentiellement des transports routiers de manière générale, on voit voitures, les VUL c'est les véhicules utilitaires légers, les poids lourds, les bus et les cars, les 2 roues motorisées, finalement c'est ça qui constitue l'essentiel des émissions. Mais un des biais qu'on a en fait dans nos comptabilités d'émissions, donc là ce sont que les émissions directes, donc au moment où on utilise les modes de transport, au moment où il y a de la combustion du pétrole, donc ça compte pas la production de l'énergie, la production des véhicules, la production des infrastructures de transport, mais ce que ça, donc c'est compté dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie, la production de l'énergie, etc. Mais plus embêtant quelque part, ce que ça ne compte pas, c'est les transports internationaux, qui en général ne sont pas comptés ni dans nos comptabilités d'émissions françaises, ni dans nos objectifs climatiques. Pour l'instant, l'objectif de neutralité carbone à 2050, typiquement, n'inclut pas le transport maritime ou aérien internationaux. Et ce qu'on voit, c'est cette partie hachurée ici, qui rajoute quand même pas mal, en particulier pour le transport aérien, où la plus grosse partie, mais c'est pareil pour la navigation, la plus grosse partie des trafics se fait sur du transport international. Donc ça c'est l'image en 2019, donc avant la crise du Covid aussi, qui a eu un effet, on le verra, assez significatif. Et si on regarde donc l'évolution des émissions par le passé, donc là tout transport confondu, transport intérieur, donc hors international, il y a eu une forte augmentation des émissions jusqu'au début des années 2000. Il y avait une tendance assez stable sur les années 2010 avant la crise du Covid, donc c'est ça qui explique la chute des émissions ici, 2020, les confinements, etc. Depuis 2021-2022, les émissions sont reparties à la hausse, sans forcément retrouver le niveau d'émissions de 2019 en 2022, mais aussi potentiellement parce que il y avait un prix des carburants particulièrement élevé sur cette période-là, c'est encore le cas. Et puis pour certains modes de transport, notamment l'aérien, même si ici ce sont que les transports intérieurs, il y avait toujours un peu une sorte de rebond post-Covid qui n'était pas totalement, les trafics n'avaient pas totalement repris, ce qui est davantage le cas sur l'année 2023. Mais si maintenant on rajoute quelle est la courbe d'objectifs de la stratégie nationale bas carbone, donc nos objectifs climat à l'horizon 2050, on voit à quel point, non seulement 2022 est repassé au-dessus de la courbe des objectifs, mais surtout à quel point il y a une rupture extrêmement forte à faire à court terme en termes de baisse des émissions de CO2, d'autant plus que ça c'est un peu l'ancien objectif. En ce moment, cette stratégie nationale bas carbone est en cours de révision et a priori le point 2030 qui est celui-ci devrait baisser encore un petit peu plus. Donc la pente de la courbe à court terme va être encore plus importante. Donc le défi à court terme est encore plus fort. Et puis à l'horizon 2050, ce qu'on voit, c'est qu'il faut atteindre quasiment zéro émission directe, donc quasiment une sortie complète du pétrole à l'horizon 2050. Donc ça veut dire d'ici 27 ans, notamment dans les transports terrestres, il ne faut plus qu'il y ait une seule goutte de pétrole, aussi bien dans les voitures que dans les poids lourds, que
dans les véhicules utilitaires légers, que dans les bus, les cars, les 2 roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc on voit qu'il y a un défi qui est majeur pour réussir à atteindre cet objectif, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'inerties dans les transports qui font que c'est difficile des fois de tout chambouler à court terme. Alors à la fois inertie dans l'aménagement du territoire, dans les infrastructures de transport, dans les parcs de véhicules qui mettent du temps aussi à se renouveler, dans les politiques publiques aussi qui peuvent tarder à se mettre au niveau finalement des propres objectifs qu'elles se fixent, ou bien encore dans les habitudes de mobilité qui mettent du temps aussi à changer. On a des habitudes qui sont très fortes dans les mobilités, donc ce poids, cette inertie aussi des changements de pratique est important aussi pour réussir à atteindre cet objectif. Donc bien évidemment un enjeu central dans cette transition qui est de réussir à répondre à cet objectif climatique qu'on s'est fixé dans le secteur des transports pour plus globalement au niveau français atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour autant, il y a aussi d'autres objectifs, d'autres impacts en fait de nos mobilités ou des transports, d'autres impacts à la fois environnementaux, à la fois sociaux ou encore sanitaires qu'il faut aussi prendre en compte finalement dans cette transition si on veut le plus possible répondre simultanément aux différents défis qu'on a devant nous. Donc il y a aussi des enjeux, notamment une autre raison de sortir du pétrole, c'est l'enjeu de la pollution de l'air. Donc là avec notamment ces impacts environnementaux aussi pour la biodiversité, les impacts sanitaires également. En sachant que y a toute une partie de cette pollution de l'air qui est à la fois liée aux autres secteurs que les transports, et dans les transports, il y a une bonne partie qui est liée aux émissions à l'échappement des véhicules, donc le fait de brûler du pétrole qui va entraîner des émissions de polluants. Mais pour la question des particules, notamment, il y a aussi des particules, des émissions de particules hors échappement, notamment les particules de pneus liées à la chaussée ou encore liées à l'abrasion ou au frottement des freins, les plaquettes de frein. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des enjeux en plus de la transition énergétique, notamment de limiter le trafic si on veut limiter ce type de pollution-là également. Ensuite, une autre raison de sortir du pétrole aussi, c'est la question des ressources, dans le sens où on importe 99% du pétrole, donc il y a des enjeux particulièrement forts d'un point de vue vulnérabilité économique, sociale, à chaque fois qu'il y a des hausses des prix des carburants, des enjeux géopolitiques, on le voit particulièrement dernièrement. Et puis de toute façon, on est sur des ressources qui ne sont pas infinies, donc ça veut dire on ne peut pas continuer à en consommer comme aujourd'hui éternellement. Donc ça veut dire qu'il y a cet enjeu de faire la transition énergétique aussi pour cette raison-là. Et en même temps, si on passe à d'autres types d'énergie, d'autres types de ressources, que ce soit l'électrique, l'hydrogène, les biocarburants, etc., on bute aussi potentiellement sur d'autres types de ressources qui sont nécessaires et qui peuvent aussi poser un certain nombre de défis dans cette transition. Il y a également tout un tas d'enjeux en termes de consommation d'espace, à la fois pour la circulation, pour le stationnement des véhicules, c'est notamment consommation d'espace pour le transport routier, c'est ça qui prend le plus d'espace dans les consommations des transports. Et donc ça a un impact à la fois en termes d'artificialisation des sols, en termes de fragmentation des espaces, par exemple pour la biodiversité aussi. Des impacts sur l'usage de l'espace public de manière générale. Et donc à l'avenir, on a au moins une triple raison finalement de rééquilibrer l'espace public, de donner moins de place à la voiture, à la fois pour premièrement donner plus de place aux autres modes de transport plus vertueux qu'il va falloir développer, la marche, le vélo, encore les transports en commun qui peuvent avoir besoin aussi d'infrastructures dédiées pour pouvoir se développer. Aussi une deuxième raison, c'est ne pas avoir qu'une fonction de transport dans l'espace public, mais finalement profiter de l'espace libéré aussi pour d'autres fonctions. Par exemple, au moment du Covid, il y avait tout un tas de débats sur la place à faire plus de place, par exemple, pour les terrasses, ou bien donner plus de place pour que les enfants puissent jouer et circuler en sécurité dans l'espace public, ce qui était le cas d'ailleurs avant l'arrivée de la voiture dans les villes, ou bien pour tout un tas d'autres événements, marchés ou autres, qui peuvent aussi se dérouler dans l'espace public. Et en fait, quand on libère de l'espace dans cet espace public, il y a tout un tas d'idées qui peuvent venir de ce qu'on peut faire de mieux que, par exemple, de stationner des véhicules si on réussit justement à faire cette transition des mobilités. Et puis troisième raison, c'est aussi redonner plus de place à la végétation. C'est aussi une question d'adaptation pour le coup au changement climatique, mais aussi une question de qualité de vie ou encore de santé que d'avoir davantage de végétation aussi à proximité dans son environnement assez proche.
Il y a aussi comme autre enjeu, notamment sanitaire ou de qualité de vie, la question de la pollution sonore. On connaît tous la gêne que ça peut occasionner, qui est particulièrement du bruit, mais il y a aussi des impacts sanitaires, pour le coup, dont on fait moins souvent le lien direct, mais typiquement y compris avec des maladies cardiovasculaires ou avec de l'obésité, de l'hypertension, etc., via le stress que le bruit engendre pour le corps, ou via les troubles du sommeil que ça peut engendrer, etc. Et il y a des vrais impacts sanitaires qui, dans certaines évaluations, sont évalués de manière assez similaire en ordre de grandeur à ceux de la pollution de l'air. Alors que pour le coup, on entend beaucoup moins parler de la pollution sonore, il y a beaucoup moins de politiques publiques qui adressent ce problème-là, qui en gros aux 2/3 est un problème lié au transport, et notamment en grande partie au transport routier, notamment les 2 roues motorisées, ou aussi les trafics en voiture, les poids lourds, les klaxons, etc. Donc aussi des enjeux importants de ce point de vue-là sur la transition des mobilités, des enjeux en termes de réduction de l'accidentalité, notamment routière. Il faut savoir qu'il y a eu des progrès très importants par le passé de ce point de vue-là. On a une mortalité routière en France qui est de l'ordre de 6 fois moins élevée qu'au début des années 70. Pour autant, ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus de progrès, de baisse de cette mortalité routière notamment. Donc il y a encore des enjeux bien évidemment très forts de ce point de vue-là. Il y a aussi des enjeux d'un point de vue santé aussi sur les questions de sédentarité, d'inactivité physique. Nos modes de vie de manière générale sont devenus de plus en plus inactifs, et notamment nos mobilités. On l'a bien vu avec la transition qu'on voyait tout à l'heure, finalement, de la marche vers la voiture qu'on a fait. De la même manière, du coup, à ce moment-là, on est passé à des mobilités de moins en moins actives, alors que nos corps ont besoin de se bouger pour être en bonne santé. Donc retrouver plus d'usage de la marche, du vélo, ou indirectement des transports en commun aussi, qui souvent impliquent notamment de la marche, ça peut avoir des bénéfices pour la santé tout à fait significatifs. Et puis, sans forcément être exhaustif non plus sur l'ensemble des enjeux, mais il y a aussi bien évidemment des questions de réduction des inégalités d'accès à la mobilité, que ce soit des inégalités sociales, notamment en fonction du revenu, des inégalités territoriales, bien évidemment, des inégalités aussi en fonction du genre, en fonction de l'âge, en fonction des capacités physiques, en fonction des compétences de mobilité à se saisir de tel ou tel mode de transport. Donc c'est aussi des enjeux bien évidemment à prendre en compte de manière plus globale dans cette transition. Si maintenant on regarde au-delà de ces enjeux, quels sont les leviers pour réussir à répondre à ces enjeux? Et dans un premier temps, je vais les présenter sur la question du climat, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur la manière finalement dont ils peuvent répondre aussi à ces autres défis de transition. La stratégie nationale bas carbone française cite 5 différents leviers qu'on peut solliciter pour réduire les émissions. Le premier d'entre eux, c'est de modérer cette demande de transport que j'évoquais, les kilomètres parcourus. Donc ça veut dire retrouver plus de proximité, par exemple, dans l'évolution de l'aménagement du territoire, dans l'évolution de nos modes de vie, pour qu'au quotidien, on ait moins besoin de faire de longues distances pour finalement déployer notre mode de vie, nos programmes d'activité. Et puis sur la plus longue distance, c'est potentiellement aussi des voyages moins lointains, notamment pour éviter les voyages les plus longs en avion qui sont parmi les plus émetteurs, comme que je l'évoquais tout à l'heure. Donc ça demande de revoir un petit peu aussi la manière de voyager. Et ça rejoint un petit peu finalement ce deuxième levier de report modal qui consiste à réduire finalement la part de l'avion, la part de la voiture dans nos mobilités pour davantage se tourner vers les mobilités actives, en particulier sur les déplacements du quotidien, et puis vers les transports collectifs, que ce soit du bus, du car, du train aussi, pour les mobilités du quotidien ou de plus longue distance. Ensuite, le troisième levier, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc, ce qui vaut pour tous les modes de transport collectifs. Mais là où il y a le principal potentiel, c'est sur la voiture, étant donné que c'est là qu'il y a le plus d'émissions aujourd'hui dans les transports. Mais aussi que le remplissage moyen est particulièrement faible, notamment sur les trajets du quotidien et encore plus sur les trajets domicile-travail. Sur ces trajets-là, c'est 9 voitures ou 9 automobilistes sur 10 qui sont seuls dans leur voiture sur le domicile-travail. Donc, comme en général, on a des voitures de l'ordre de 5 places, eh bien, on a une sorte de sous-optimisation extrêmement forte. Et donc, une manière d'y répondre, c'est de mieux partager les véhicules, de davantage faire de covoiturage, ou bien sinon, si c'est pour avoir une seule personne à l'intérieur du véhicule, ou même plus rarement deux, eh bien, on n'a pas forcément de voiture de 5 places aussi grosse, aussi lourde que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, un des autres leviers pour répondre à cette sous-optimisation, ça peut être de réduire le poids des véhicules, ce qui permet aussi de réduire leur consommation énergétique. Et puis, dans les autres leviers, finalement, pour réduire ces consommations d'énergie des véhicules, il y a aussi l'éco-conduite de manière générale, notamment le 110 km/h sur autoroute qui permettrait des gains à court terme de ce point de vue-là. Et donc on a
finalement, avec les leviers précédents, un ensemble de leviers de, disons, plus de sobriété pour réussir à réduire les émissions. Et puis l'autre partie, c'est les leviers plus technologiques, notamment ceux qu'on appelle d'efficacité énergétique, quand on améliore par exemple le rendement des moteurs ou qu'on passe à l'électrique, qui est aussi plus efficace d'un point de vue énergétique. Et bien, ça permet aussi de réduire donc les consommations d'énergie des véhicules. Et puis enfin, le cinquième et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, ou on appelle ça aussi baisser l'intensité carbone de l'énergie. C'est en gros de passer du pétrole, qui est une énergie fortement carbonée, fortement émettrice de CO2, à d'autres énergies moins émettrices de CO2, que ce soit l'électrique, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants ou encore les carburants de synthèse, à condition bien sûr que ces énergies-là soient produites de manière aussi bas carbone et aussi durable que possible, si on veut plus globalement que c'est un intérêt dans la transition. Donc ça, c'est un peu les 5 grands leviers qu'on peut solliciter. Quand on prend un petit peu de recul sur le passé, comment est-ce qu'ils ont évolué? Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, historiquement, les leviers de sobriété ont plutôt été dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de kilomètres, on a eu un report assez massif vers la voiture, comme on l'a vu, le remplissage moyen des voitures en particulier a pas mal baissé, donc on a plutôt décovoituré historiquement, disons, et puis le poids des véhicules a été particulièrement à la hausse également. Et dans le même temps, les leviers technologiques et en particulier l'efficacité s'est améliorée, mais de manière insuffisante, comme on l'a vu sur le graphique d'évolution des émissions de CO2, de manière insuffisante pour baisser significativement les émissions, ou encore plus finalement pour avoir une trajectoire de baisse d'émissions compatible avec nos objectifs climatiques. Donc finalement, à l'avenir, si jamais on veut réussir à atteindre nos objectifs climatiques, eh bien très clairement, il faudra être beaucoup plus ambitieux sur l'ensemble de ces 5 différents leviers si on veut réussir à atteindre les objectifs. On ne pourra pas s'en sortir qu'avec des leviers technologiques, mais quelque part, on ne peut pas s'en sortir non plus qu'avec des leviers de sobriété. Donc c'est vraiment les deux qu'il faut réussir à combiner. Pour l'instant, la stratégie de l'État repose beaucoup plus sur les leviers technologiques, et donc là où il y a le plus de marge de manœuvre, et un peu tout le chantier de la transition qui reste pour beaucoup encore à enclencher, eh bien repose aussi sur cette organisation de la sobriété. Une petite illustration, notamment pour continuer sur ce sujet-là. Le premier thème que je vais aborder, c'est la question de la voiture électrique, qui fait particulièrement réagir. Après, un élément un peu aussi sur les différents modes de transport les plus pertinents, ou à développer les différents types de solutions à développer selon les territoires. Et puis après, comme je l'évoquais, reprendre un petit peu de recul au-delà des aspects climatiques sur les autres défis que j'ai pu évoquer. Donc sur la question de la voiture électrique, à quel point c'est la solution magique, à quel point c'est le meilleur ou le pire des véhicules. Déjà, on peut se poser la question d'un point de vue de l'impact carbone, et la manière dont on répond à cette question en général, la manière la plus classique, c'est de faire la comparaison entre la voiture thermique, donc au pétrole, et la voiture électrique. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que là on a une division sur l'ensemble du cycle de vie, donc c'est en comptant la production bien évidemment du véhicule, son utilisation, sa fin de vie, etc. Ce qu'on voit, c'est que la voiture électrique a un bilan carbone, alors sur ce graphique-là, 2,5 fois moins élevé. En gros, selon les études, c'est une division par 2 jusqu'à une division par 5 des émissions dès aujourd'hui en France quand on passe à l'électrique. Donc on a déjà un gain très significatif. Alors l'électrique est un peu plus émetteur, pour le coup plus émetteur à produire, mais après les émissions sont tellement plus faibles à l'usage qu'on a un gain significatif sur l'ensemble du cycle de vie. Et ce qu'on voit, c'est que en gros, ce sera indispensable de passer à l'électrique si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Il n'y a pas de scénario aujourd'hui qui existe en France qui permette d'atteindre la neutralité carbone sans électrifier assez massivement les voitures, mais aussi potentiellement un certain nombre d'autres types de véhicules, et notamment des véhicules plus lourds qui sont de plus en plus envisagés aussi pour passer à l'électrique. Mais pour autant, ça va pas être suffisant, à la fois parce que division par 2 à 5, c'est pas forcément suffisant, mais aussi, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que même si on passait toutes les ventes dès demain en électrique, eh bien ça met du temps de renouveler un parc. Et pour l'instant, on est plutôt autour des 15% des ventes qui sont électriques, donc encore majoritairement ce qu'on met aujourd'hui comme nouveaux véhicules sur le marché, qui vont durer 15-20 ans, eh bien c'est des véhicules thermiques qui vont fonctionner essentiellement au pétrole. Donc ça veut dire qu'il faut aussi solliciter d'autres leviers, et finalement une autre manière de répondre à la question de la voiture électrique, est-ce que c'est le meilleur ou le pire des véhicules, ça peut être de comparer cette voiture électrique avec d'autres types de véhicules qui existent dès aujourd'hui, d'autres types de modes de transport. Et en fait, quand on compare notamment à des véhicules plus sobres, alors ici c'est la mini voiture électrique, j'y reviendrai un peu, le vélo mobile j'y reviendrai aussi, le vélo assistance électrique, le vélo, j'aurais pu aussi mettre du bus électrique, du train électrique, ce qui est déjà la majorité de ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, même si
si jamais on passe davantage à la voiture électrique à l'avenir, eh bien, on gardera un intérêt d'un point de vue climatique à passer à d'autres modes de transport plus vertueux, moins consommateurs de ressources, moins consommateurs d'énergie et qui, du coup, bien évidemment, au global, ont un bilan carbone qui est bien plus favorable. Et donc, parmi ces autres moyens de passer à des véhicules moins impactants, eh bien, il y a notamment de ces véhicules finalement un peu plus sobres que j'ai pu évoquer, et notamment un des potentiels qui est, selon moi, trop peu souvent mis en avant, c'est aussi le potentiel de véhicules qu'on peut appeler intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui à la fois par rapport au vélo permettent d'avoir des usages qui sont un peu plus étendus sur certaines caractéristiques. Par exemple, le vélo assistance électrique, on peut déjà le compter dans ces véhicules intermédiaires. Le fait d'avoir une petite assistance, d'aller un petit peu plus vite ou de passer plus facilement les reliefs, de pouvoir aller du coup un petit peu plus loin sans trop se fatiguer, ça change beaucoup les usages et ça séduit beaucoup plus d'anciens automobilistes, typiquement, que le vélo classique. On peut citer des speed pedelecs qui sont là des sortes de vélos assistance électrique qui vont jusqu'à 45 km/h. Donc légalement, ce sont des cyclomoteurs, mais pour le coup, typiquement dans des zones un peu moins denses, un peu plus rurales, etc., ça permet d'aller plus vite, donc un peu plus loin, s'insérer un peu plus dans la circulation aussi, donc ça peut être un de ces éléments aussi. On peut citer bien sûr les vélos cargo qui permettent d'emporter des charges, emporter des enfants plus facilement, les vélos pliants qui permettent plus facilement de faire de l'intermodalité avec les transports en commun. Et puis après, il y a un certain nombre de véhicules qui, là, pour un certain nombre d'entre eux, sont assez peu connus et restent beaucoup aussi à développer aussi. Typiquement des vélos-voitures ou des vélos-mobiles, ça c'est le véhicule à propulsion humaine le plus rapide au monde, donc d'un point de vue efficacité énergétique, c'est ce qu'on peut faire de mieux, bien plus efficace même qu'un vélo, alors que déjà le vélo est parmi les véhicules les plus efficaces. Et après, un peu les inconvénients qu'on peut y voir, c'est un peu le côté très bas qui, en termes de confort, est pas forcément évident, ou en termes de visibilité, en termes de sécurité, du coup, qui est pas forcément idéal. Et du coup, il y a un certain nombre de projets qui se développent actuellement plutôt sous la forme de vélo-voiture, notamment si vous avez peut-être entendu parler de l'extrême défi de l'ADEME. Il y a une quarantaine de projets différents, de véhicules différents, qui se développent entre justement des véhicules justement intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui se développent, qui ont pour but d'être testés aussi là dans les tout prochains mois dans un certain nombre de territoires, en particulier des territoires ruraux, pour voilà tester ces usages. Avec des véhicules qui, par certains aspects, se rapprochent du vélo par le côté plus léger, par le pédalage qu'il peut y avoir à l'intérieur du véhicule, mais qui, par d'autres aspects, se rapproche plus de la voiture, parce que ce pédalage, bien évidemment, est assisté, alors soit à 25 ou 45 km/h selon les modèles, et puis on commence à avoir une forme et un confort, disons, du véhicule qui est un peu plus proche de la voiture, donc qui peut potentiellement plus facilement la remplacer. Et puis pour les autres véhicules les plus proches de la voiture, tels que ceux qu'il y a en bas de cette illustration, eh bien l'intérêt, c'est aussi d'avoir des véhicules beaucoup plus légers, plus sobres et du coup moins coûteux aussi par rapport aux voitures qu'on peut avoir actuellement, sachant que, comme je l'évoquais, par exemple sur le domicile-travail, il y a énormément de personnes qui sont seules dans leur voiture, et notamment finalement par exemple dans des zones rurales où la moitié des ménages ont 2 voitures, voire plus, mais c'est plus rare. On peut se dire qu'au moins un des 2 véhicules peut être dimensionné plutôt pour des trajets du quotidien avec 1 ou 2 places. Et il n'y a pas forcément besoin de dimensionner 2 voitures de 5 places qui sont faites pour, en gros, faire partir la famille en vacances. Donc aujourd'hui, on a tendance à dimensionner toutes nos voitures pour ce type d'usage, qui est un usage assez exceptionnel et pour lequel il n'y a pas besoin de 2 véhicules de ce type-là à l'intérieur d'un même ménage, typiquement. Donc ça montre un peu les marges de potentiel qu'il peut y avoir pour ce type de véhicule, par exemple ce type mini-voiture qui ont des versions qui vont jusqu'à 80-90 km/h, voire des véhicules encore plus sobres que ça quand c'est possible et qui seront encore plus vertueux d'un point de vue environnemental. Pour illustrer ça, notamment illustrons ça sur la question des ressources, notamment des ressources en batterie, la question des métaux qui est particulièrement importante quand on électrifie. Avoir quelques ordres de grandeur en tête et peut être assez utile là-dessus. 100 kWh, c'est une capacité de batterie, c'est-à-dire une capacité de stockage d'électricité qu'il peut y avoir dans des batteries. Et en fait, 100 kWh, c'est à peu près la capacité de batterie qu'il peut y avoir pour électrifier un pick-up électrique ou un gros SUV électrique, en gros. Si on se dit que c'est déjà un peu plus raisonnable d'électrifier des voitures plus légères, des voitures type citadine, à ce moment-là, avec 100 kWh de batterie, on a l'équivalent de batterie pour 2 véhicules de ce type-là.
Si ensuite on se dit que pour un certain nombre de véhicules, il pourrait même aller vers encore plus léger, encore plus sobre, tels que les mini-voitures, les quadricycles que j'évoquais précédemment, et bien là, pour 100 kWh, on peut avoir de l'ordre de 16 véhicules. Et puis si on va encore vers plus sobre, avec les vélos assistance électrique que j'évoquais également, et bien avec cette capacité de batterie, on a 200 vélos assistance électrique. Donc ce qu'on voit, et ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a le caractère indispensable de passer à l'électrique si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Pour autant, il y a des forts enjeux de ressources, et du coup, les impacts à la fois en termes de pollution environnementale, de problématiques sociales, de problématiques géopolitiques, notamment, qui peut y avoir en lien avec ces ressources-là. Mais bien évidemment, selon le type de mobilité électrique qu'on développe à l'avenir, eh bien, ces impacts seront très différents selon est-ce qu'on développe plutôt de la mobilité avec des gros SUV ou des pick-up électriques, ou bien, si autant que possible, on essaie plutôt de se tourner vers des mobilités, des véhicules beaucoup plus sobres que les voitures qu'on peut avoir actuellement. Et puis une autre illustration pour mettre en évidence cet intérêt aussi d'aller vers des véhicules qui sont plus légers. Ça, c'est un graphique qui regarde quel est le prix des voitures neuves, des voitures électriques neuves, en fonction de leur poids. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, pour une voiture électrique de l'ordre de 1000 kg, de l'ordre d'une tonne, en gros, le prix neuf à l'achat, sans qu'il y ait d'aide de l'État, etc., qu'on peut retrancher ensuite, c'est de l'ordre de 20 000 euros. Si on regarde maintenant les voitures électriques de l'ordre de 2 tonnes, c'est autour des 50 000 euros de prix à l'achat. Puis après, il y a un certain nombre de véhicules de luxe où le prix augmente fortement sans forcément que le poids continue à augmenter autant. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour les véhicules, disons, les plus raisonnables, entre 1 et 2 tonnes, ce qui est déjà particulièrement lourd, eh bien, en gros, à chaque fois qu'on augmente le poids de l'ordre de 100 kg, eh bien, on augmente le prix à l'achat de l'ordre de 3 000 euros. Et comme on sait qu'on a un grand nombre de problématiques sociales, notamment autour de l'accès à la mobilité électrique, de l'accès à des véhicules électriques bon marché, pour le plus grand nombre et pour les personnes qui sont dépendantes à la voiture, sinon, comme je l'évoquais, il y a tout un tas d'autres alternatives qui sont préférables, eh bien, il faut autant que possible se tourner vers des véhicules plus légers, plus sobres, plus dimensionnés sur les trajets du quotidien, qui là auront aussi l'avantage d'être beaucoup plus accessibles d'un point de vue financier. Ce qui aujourd'hui n'est pas l'intérêt des constructeurs automobiles, et c'est aussi pour ça qu'il y a tout un tas finalement de politiques publiques qui n'ont pas suffisamment régulé pour aller davantage vers ce type de véhicule, alors qu'il y a tout un potentiel et qu'on y gagnerait aussi d'un point de vue social. Et puis, pour passer à finalement l'avant-dernière question que je posais dans cette deuxième partie, quelles solutions développer selon les territoires, alors notamment pour les types de véhicules que je viens d'évoquer, mais aussi plus globalement, est-ce que je vais essayer de vous montrer, est-ce que je vais animer progressivement, c'est finalement quelles sont les solutions de mobilité suivant 2 axes que je présente ici. Un premier axe qui est selon les distances parcourues. Donc là, on est 1 km, 10 km, 100 km, 1000, 10 000. Donc bien évidemment, les distances à parcourir influencent énormément le type de mode de transport qu'on va utiliser. Et puis un autre élément qui influence beaucoup, c'est à quel point, dans quel type de territoire on est. Et notamment, est-ce qu'on est dans des territoires où les flux de déplacement sont très forts, typiquement ce qui est le cas dans des métropoles, dans le centre des plus grandes villes, etc. Ou bien est-ce qu'on est sur des flux de déplacement très faibles, comme par exemple dans des zones rurales ou encore des zones montagneuses, où là la densité de population est bien plus faible, donc la densité de flux de déplacement, de nombre de voitures ou de personnes sur une route donnée ou sur certains autres types d'infrastructures de transport, là va être beaucoup plus faible. Et donc ça va pas être les mêmes solutions de mobilité finalement qu'on pourra mettre en œuvre selon ces différents types de déplacements ou de territoires. Puis sur la longue distance, on peut aussi différencier entre les différents types de mobilité à longue distance, notamment selon les distances. Et quand on regarde maintenant sur ce deuxième graphique, là sur la partie droite, quels sont les modes de transport qui dominent aujourd'hui sur ces différents types de segments de mobilité, ce qu'on voit, c'est que le transport aérien, ça domine globalement quand on est au-delà des 1000 km à parcourir. La marche va dominer quand on est en deçà des 1 km à parcourir, en particulier quand on est dans les grandes villes et que les flux de déplacement sont plus forts. Et donc la marche qui domine en dessous des 1 km. Et puis j'ai mis ici le vélo, même si aujourd'hui il domine pas vraiment sur ce segment de déplacement, mais c'est en tout cas là où il y a son domaine de pertinence prioritaire, disons sur des distances de déplacement supérieures à la marche.
Et puis les transports en commun aujourd'hui se sont développés, et là où ils sont les plus pertinents aussi, c'est là où les flux de déplacement sont les plus forts, c'est-à-dire en particulier ils se sont développés dans le centre des grandes métropoles ou entre les grandes métropoles, par exemple avec du métro, du tramway, du TGV, de l'intercité, etc., qui sont plutôt là où il y a des flux de déplacement particulièrement forts. Quand les flux sont un peu moins élevés, on peut aussi mettre des bus et des cars qui ont une capacité d'emport un petit peu moins élevée, mais qui restent des transports en commun intéressants d'un point de vue environnemental. Et puis finalement, tout ce qui reste sur ce graphique-là, tout le reste, en gros, c'est la voiture qui domine. Finalement, dès qu'on est au-delà des 1 km à parcourir, dès qu'on est en dessous des 1000 km, et puis quand on n'est pas finalement sur des types de mobilité ou d'axes sur lesquels les transports en commun sont déjà particulièrement développés, notamment là où les flux de déplacement sont particulièrement forts. Donc on a une place prédominante de la voiture et puis une prédominance de la voiture dans la mobilité. Aussi sur la longue distance, il y a le transport aérien aussi qui a une part importante sur les plus longs trajets. Et la question à l'avenir, c'est de réussir à limiter, comme j'évoquais, à la fois la place du transport aérien, mais aussi celle de la voiture, si on veut aller vers des solutions plus vertueuses, en développant notamment les transports en commun ou encore les mobilités actives. Et si donc on anime un petit peu ce graphique-là pour voir à quoi ça pourrait donner, ce que ça pourrait donner en termes de solutions les plus sobres sur chaque segment de mobilité, sur le transport aérien, on n'a pas forcément d'équivalent d'autres modes de transport qui soient vraiment sobres et vraiment vertueux d'un point de vue environnemental, qui permettent de fournir le même service que ce que fait l'avion actuellement, typiquement de partir à l'autre bout du monde pour une seule semaine. Typiquement, il n'y a pas d'autres modes de déplacement qui permettent de faire ça de manière sobre. Donc ça veut dire qu'il faut aussi revoir quelles sont les manières de voyager, quelles sont les destinations, quelles sont les distances que l'on parcourt, ou bien sinon de faire moins souvent pour les voyages les plus lointains pour essayer de limiter les émissions associées. Donc changer aussi quels sont les imaginaires qui peuvent être associés à ce voyage si on veut aussi pouvoir limiter ces émissions du transport aérien. Ensuite, sur la question de la voiture, finalement, à la fois, il faut aussi qu'elle se réduise, mais son cœur de domaine de pertinence et sa place dans la transition, là où elle reste pertinente dans un système de mobilité durable, c'est quand la voiture est partagée. Parce que, comme j'ai évoqué, véhicule de 5 places, si jamais c'est un véhicule qui est partagé, ça peut avoir sa pertinence, d'autant plus si on est sur des flux de déplacement sur lesquels on ne peut pas mettre en place de transport en commun parce qu'il n'y a pas des flux suffisants. Sinon, dans les zones finalement les plus denses, les transports en commun ferroviaires ou routiers sont plus pertinents et donc doivent aussi être développés davantage à l'avenir par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis ensuite, sur les plus petites distances, la marche peut prendre plus de place par rapport à aujourd'hui. Le vélo aussi, encore plus d'ailleurs. Si on se compare par exemple aux Pays-Bas, ils ont un niveau de pratique du vélo qui est de l'ordre de 10 fois plus élevé que celui qu'on peut avoir en France. Donc on voit à quel point on a des marges de progression qui sont extrêmement fortes. Aussi parce qu'on a non seulement le vélo classique à disposition, mais aussi de plus en plus, comme je l'évoquais, d'autres types de véhicules qu'on peut appeler intermédiaires, que ce soit du vélo assistance électrique, du vélo cargo, ou bien encore, finalement, quand on est sur des distances trop importantes pour du vélo classique ou même du vélo assistance électrique ou des véhicules de ce type-là, et qu'on n'a pas des flux de déplacement suffisants pour mettre en place du covoiturage, pour que la voiture, par exemple, soit bien remplie, à ce moment-là, c'est là qu'il peut y avoir un intérêt pour des véhicules beaucoup plus sobres que la voiture, pour que justement, si on est avec une seule personne à l'intérieur du véhicule ou même deux personnes, on soit sur des véhicules plus légers, plus sobres, d'où l'intérêt de ces véhicules vraiment intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui pour l'instant, pour un certain nombre d'entre eux, sont assez peu développés et qui peuvent être particulièrement pertinent du coup dans cette transition, dans les zones rurales ou dans les zones moins denses globalement, là où aujourd'hui il y a assez peu d'alternatives à cet autosolisme qui domine particulièrement dans ces zones-là. Et puis ensuite, sur les plus longues distances, il y a aussi la possibilité, ce qu'il faut développer également, c'est de pouvoir avoir accès, quand on n'est pas proche, par exemple, de lignes de transport en commun particulièrement élevées pour les déplacements de longue distance, bien d'avoir accès à des véhicules ou des voitures en autopartage. Alors ça peut être pour des trajets rares de longue distance, notamment pour des personnes qui, au quotidien, utiliseraient essentiellement la marche, le vélo, les transports en commun, ou même un véhicule intermédiaire qui est assez peu adapté pour des longues distances parce que l'autonomie est en général assez limité. Pour ces personnes-là, ponctuellement, ça peut être utile d'avoir accès à une voiture qui permet des déplacements de plus longue distance, ou même ponctuellement pour des trajets du quotidien, d'avoir accès à la voiture. D'où l'intérêt aussi de développer ce type de système de location, que ce soit entre particuliers ou via des plateformes, etc. Et puis enfin, sur longue distance, c'est aussi de combiner finalement, alors que ce soit le vélo ou bien d'autres modes de transport, de rejoindre autant que possible aussi des transports en commun sur la plus longue distance pour
pour permettre de s'affranchir aussi de l'usage de la voiture et de l'avion sur ces distances-là. Et puis enfin, dernier élément pour cette fois reprendre un petit peu de hauteur au-delà de la problématique climat. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous détailler ou vous demander de comprendre l'ensemble de ce tableau-là. Son fonctionnement et l'idée de ce tableau, c'est de regarder finalement sur les 5 différents leviers que je vous ai évoqués. Modération de la demande de transport, report modal, amélioration du remplissage des véhicules, donc notamment le covoiturage, baisse des consommations d'énergie des véhicules ou encore décarbonation de l'énergie. Donc on peut détailler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces 5 leviers. Et puis ensuite sur l'autre axe, c'est de regarder à quel point la sollicitation de ces 5 leviers pour des raisons climatiques nous permet ou pas d'y gagner aussi sur les autres défis que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc au-delà du climat, j'évoquais les défis en termes de pollution de l'air, les défis en termes de consommation de ressources, notamment de métaux, de pollution sonore, de consommation d'espace, d'accidentalité, de sédentarité, etc. Et ce qu'on voit assez globalement dans ce tableau, c'est que déjà il y a beaucoup plus de vert que de orange dans ce tableau, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de co-bénéfices à faire cette transition pour le climat que de nouveaux impacts qu'on aurait en fait à solliciter ces différents leviers. Donc c'est la bonne nouvelle de la transition, c'est que si on est plus ambitieux pour le climat, on aura tout un tas d'autres co-bénéfices pour l'environnement, pour les impacts sociaux ou encore les impacts sanitaires. Et quand on regarde les 2 colonnes qu'il y a tout complètement sur la droite, et j'évoquais tout à l'heure un peu les leviers plus de sobriété ou d'autres plus technologiques, eh bien ce qu'on voit c'est qu'on a beaucoup plus de co-bénéfices à solliciter les leviers plus de sobriété que les leviers plus technologiques. Et pour prendre une illustration de ça, si on compare finalement 2 manières de faire cette transition de la voiture thermique, donc de la voiture au pétrole, l'option technologique, disons, c'est de passer à la voiture électrique, où on y gagne pour le coup sur le climat comme je l'ai évoqué, on y gagne aussi sur la pollution de l'air sans supprimer toutes les sources de pollution de l'air des voitures notamment, on y gagne aussi sur la pollution sonore. Mais par contre, on n'y gagne pas sur un certain nombre d'autres impacts de la voiture, notamment sur la question de la consommation d'espace. La consommation d'espace de la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, sera identique. En termes d'accidentalité routière, c'est pareil. Ou encore en termes de sédentarité, ou d'inactivité physique, il y aura aussi des impacts assez similaires. En termes d'accessibilité financière, et bien sur l'ensemble du cycle de vie, c'est à peu près similaire. C'est plus cher à l'achat, mais beaucoup moins à l'usage. Donc au global, c'est à peu près pareil. Mais des enjeux, comme j'évoquais tout à l'heure, d'accessibilité à ce type de véhicules-là. Et puis là où il y a des nouveaux défis, c'est en particulier sur la question des métaux. Après, pour le coup, c'est pas une problématique qui est nouvelle pour les voitures. Une voiture thermique, c'est déjà plus d'1 tonne de métaux en tant que telle. Donc il y a déjà des consommations de métaux particulièrement fortes à ce niveau-là. Avec l'électrique, il y aura plus de consommation de métaux en particulier pour les batteries. Après, on sait globalement assez bien recycler ces batteries de véhicules électriques. Mais en tout cas, il y a à court terme des enjeux assez forts de ce point de vue-là. Et par contre, si on va plutôt vers la solution plus sobre, disons, de cette transition des voitures et qu'on se dit autant que possible, autant aller vers le vélo ou même vers des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, mais plus proche du vélo, eh bien à ce moment-là, on a en tout cas des véhicules qui gagnent sur davantage de tableaux parce qu'à la fois le vélo, c'est un mode de transport qui émet peu de CO2, c'est un mode qui consomme peu de ressources, peu d'énergie, qui consomme peu d'espace également pour sa circulation ou pour son stationnement, qui a des impacts quasiment négligeables en termes de pollution sonore ou encore en termes de pollution de l'air, et puis qui en termes d'accessibilité financière est bien moins coûteux aussi, et qui a cet avantage majeur en termes de santé aussi, d'avoir une activité physique qui est particulièrement bonne pour la santé. Donc ce qu'on voit, c'est que jusqu'à maintenant, on a assez peu sollicité les leviers de sobriété, mais on peut avoir aussi des vrais bénéfices de ce point de vue-là à le faire davantage à l'avenir pour répondre plus particulièrement et voilà, simultanément un peu aux différents défis de transition qu'on peut avoir actuellement dans nos mobilités. Et puis je vais m'arrêter sur ce message-là et puis je vous mets juste les principaux enseignements à l'écran. Et puis maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Merci. Simple curiosité, il n'y a pas dans votre tableau ni les tanks, ni les missiles, ni les bombes. Par rapport au CO2, qu'est-ce que ça représente par rapport à globalement ? Est-ce que c'est un impact énorme, ce qui voudrait dire qu'on n'a plus grand-chose à faire, ou est-ce que c'est minime par rapport à la consommation
Voilà. Alors globalement, ces données-là sont pas publiques et sont pas du coup comptées dans les transports. Après, les estimations qu'il y a sont en tout cas bien moins élevées que les émissions de l'ensemble des transports que je peux évoquer ici. Mais on n'a pas de chiffres très précis là-dessus. C'est un peu caché dans certains secteurs, dans les inventaires d'émissions qu'on peut avoir. Mais en tout cas, c'est pas dans des ordres de grandeur similaires à ce que peut représenter en tout cas l'ensemble des transports, par exemple, en France. Ça vaut encore le coup d'économiser. Oui. Ça vaut encore le coup d'économiser, d'acheter une voiture électrique. Oui, complètement. Oui, en tout cas, c'est pas ça le plus gros secteur au niveau mondial. C'est pas négligeable, mais c'est pas le principal. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur les énergies alternatives. Vous avez parlé de l'hydrogène et des agrocarburants. On sait qu'aujourd'hui, l'hydrogène est produit à 95% par des énergies fossiles, grâce aux énergies fossiles. Et la question que je me pose aussi au niveau des agrocarburants, c'est en fait l'accaparement des terres par ces industries qui produisent des plantes pour faire rouler nos voitures et qui entrent en concurrence avec l'agriculture pour nourrir les populations. Je voulais savoir, vous, à votre endroit, si vous étiez consulté justement sur ces questions-là et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Oui, alors je les ai pas trop développés dans les parties entre guillemets solutions de la présentation parce qu'en effet il y a des limites assez fortes que vous avez déjà citées en partie. Sur l'hydrogène, en gros, les principales limites, c'est en effet premièrement qu'aujourd'hui c'est très largement carboné, donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre de l'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui dans des véhicules parce qu'on aura un bilan carbone assez similaire au pétrole. Deuxièmement, que quand ça peut être privilégié, il vaut mieux de l'électrique que de l'hydrogène. En gros, la manière de produire de l'hydrogène davantage bas carbone, c'est de prendre de l'électricité et via un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. En gros, on casse des molécules d'eau pour en extraire l'hydrogène. Et donc ça demande de l'électricité à ce moment-là. Après, on récupère de l'hydrogène. Et l'hydrogène, dans le véhicule, ensuite, le procédé, il y a deux technologies, mais un peu celle la plus courante, c'est de retransformer à partir de cet hydrogène, de le mettre dans ce qu'on appelle une pile à combustible pour retransformer l'hydrogène en électricité. Et au final, cette électricité va être utilisée dans un moteur électrique tel que dans une voiture électrique. Donc finalement, les véhicules hydrogène peuvent être un peu des véhicules électriques alimentés par de l'hydrogène. Mais du coup, comme on est parti d'électricité, qu'on est passé par l'hydrogène, on est repassé à l'électrique pour faire avancer le véhicule, eh bien au global, on utilise de l'ordre de 2,3 fois plus d'électricité que si on utilisait directement l'électricité dans le véhicule électrique à batterie. Donc ça, c'est un autre inconvénient, c'est qu'en termes d'efficacité énergétique, c'est moins bon. Donc quand on peut utiliser l'électrique, eh bien c'est plutôt quelque chose qui est à privilégier. Et c'est pour ça que typiquement sur les voitures aujourd'hui, il y a quasiment rien qui se développe sur l'hydrogène. Alors peut-être que ça peut être un marché un peu de niche. Il y a quelques taxis hydrogène par exemple à Paris, mais par contre ce sera pas une solution de masse. Là où l'hydrogène peut avoir sa pertinence, alors dans la transition de manière générale, c'est plutôt côté industrie, beaucoup plus que dans la mobilité. Et dans les transports, c'est plutôt pour des véhicules lourds, quand c'est trop compliqué d'avoir un gros volume de batterie à emporter, par exemple pour des poids. J'avais donné l'exemple des poids lourds, mais de plus en plus on imagine que même pour les poids lourds, ce serait plutôt l'électrique qui serait privilégié et l'hydrogène un peu en complément. Mais typiquement sur des longs trajets qui demandent des fortes autonomies, des poids de batterie particulièrement élevés, c'est là où l'hydrogène peut prendre un petit peu le relais. Et après, l'hydrogène, finalement, dans les transports, là où il pourrait avoir un rôle encore plus important, c'est de le transformer en carburant de synthèse, qui là est un processus qui demande encore plus d'électricité au global. Peut-être qu'autour de février-mars, vous avez entendu parler un petit peu des débats qu'il y avait pu y avoir, qui ont été lancés un peu par l'Allemagne, à un moment donné où ils ont voulu un peu revenir sur la fin de vente des véhicules thermiques à l'horizon 2035 en disant on pourrait continuer à les autoriser à condition qu'ils soient alimentés par des carburants de synthèse. Mais le problème de ces carburants de synthèse, c'est qu'ils demandent encore plus d'électricité que l'hydrogène. Parce qu'en gros, pour les fabriquer, il faut combiner de l'hydrogène, qui a déjà demandé pas mal d'électricité à la base, avec potentiellement du CO2 qu'on irait capter notamment dans l'atmosphère si jamais on veut que ce soit, disons, vertueux d'un point de vue climatique. Et en gros, ça fait que faire rouler une voiture avec des carburants de synthèse, ça consomme de l'ordre de 4 à 5 fois plus d'électricité
que faire rouler une voiture électrique à batterie. Donc encore une fois, pour les voitures, c'est pas du tout pertinent. Par contre, il y a d'autres modes de transport, typiquement l'aérien, qui a pas vraiment de pertinence pour l'électrique, qui a peu d'alternatives technologiques globalement. Donc pour les batteries, il peut y avoir quelques tout petits avions électriques, mais qui ont peu de place et qui vont pas très loin, etc. Ça peut être l'hydrogène, mais pareil, ça va être limité en termes de distance parce que l'hydrogène prend beaucoup de place, donc ce sera pas sur des vols long courriers. Et du coup, les deux alternatives privilégiées, en gros, qui se dégagent, c'est là que ça fait le lien avec la deuxième question, c'est les biocarburants et c'est les carburants de synthèse. Le problème des carburants de synthèse, c'est que du coup, ça utiliserait énormément d'électricité si on fait pas de la sobriété sur le transport aérien. C'est pour ça que je disais qu'il faut revoir les manières de voyager. Et sur les biocarburants, en gros, ce qui est mis en avant, c'est qu'à l'avenir, il faudrait passer à des biocarburants de deuxième génération, donc qui sont pas en concurrence avec les usages alimentaires. Mais du coup, c'est des biocarburants à base de déchets, à base de cultures intermédiaires qu'on pourrait faire, par exemple, dans des rotations de culture, notamment l'hiver, etc. Ou des huiles usagées. Bref, il y a tout un tas d'intrants qu'on peut imaginer qui sont plus vertueux que de faire ça en concurrence avec les usages alimentaires, mais qui sont pas disponibles en quantité suffisante pour imaginer remplacer une bonne partie du pétrole qui est aujourd'hui dans les avions, sans sobriété sur les consommations d'énergie. Donc les biocarburants, à l'avenir, il faudrait plutôt réussir, autant que possible, à limiter dans tous les cas les consommations de carburants liquides, parce que les biocarburants ou encore les carburants de synthèse sont pas à la hauteur pour remplacer tout le volume de carburants liquides qu'on consomme aujourd'hui. Désolé, des fois je suis très long dans mes réponses, mais... Où est-ce qu'on en est dans le recyclage des batteries aujourd'hui ? Bonne question. J'ai essayé de le citer rapidement parce qu'en effet, c'est un des éléments qui est assez peu compris, à mon avis, dans ces sujets de voitures électriques. C'est qu'aujourd'hui, globalement, on sait techniquement recycler une bonne partie des batteries. Et ce qui est assez nouveau, c'est que l'Union européenne fixe désormais des obligations réglementaires de recyclage d'un certain pourcentage du poids des batteries de manière générale ou de certains métaux en particulier. Et notamment à l'horizon de fin 2027, ce qui est rendu obligatoire pour les constructeurs, en gros, dans la manière dont ils vont traiter leur batterie en fin de vie, c'est qu'il y ait au moins 90% du cuivre, du cobalt ou encore du nickel qui soit recyclé. Donc ça, c'est pour les batteries en fin de vie. Pour le lithium, c'est plus difficile à recycler, donc c'est plutôt de l'ordre de 50%. Du lithium qui doit être recyclé à fin 2027. Fin 2031, ça passe même à 95% pour les premiers éléments que j'évoquais, donc nickel, cuivre ou encore cobalt. Et pour le lithium, je crois que ça augmente encore, mais comme je veux pas dire de bêtises, je vais pas donner le chiffre que j'ai en tête, parce que je suis pas sûr de mon coup. Mais donc, on a en tout cas techniquement une grosse partie des métaux qui peut déjà être recyclée. Ce sera obligatoire, donc ça veut dire ce sont des taux minimums qu'on va observer dans la réalité, parce qu'ils n'ont pas le choix, même quand économiquement, par exemple, ce serait pas intéressant, ils seront obligés malgré tout d'atteindre ces taux-là. Donc ça veut dire qu'en termes de recyclage, on sait plutôt bien faire. Après, toute la question, c'est aussi de savoir, ok, on sait recycler, mais est-ce que ces métaux-là, on va pouvoir les réutiliser pour fabriquer des nouvelles batteries ? Et comme aujourd'hui, on a très peu de batteries en fin de vie, eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, les nouvelles batteries qu'il faut produire, eh bien, on ne peut pas les alimenter avec des métaux recyclés, parce que pour ça, il faudrait avoir un stock de batteries de véhicules électriques en fin de vie, dans lequel on pourrait aller puiser. Et ça, ce sera possible dans quelques années, voire décennies. En gros, quand les voitures électriques qu'on met sur le marché actuellement seront en fin de vie pour une bonne partie d'entre elles. Aujourd'hui, il y en a un petit peu, mais vraiment très peu, parce que le marché est en pleine expansion actuellement. Donc, ça veut dire qu'à court terme, il faut davantage d'extraction de métaux, et avec tous les impacts que j'évoquais. Donc, c'est aussi pour ça qu'à court terme, il faut aussi miser sur la sobriété si on veut limiter ces nouveaux impacts. Mais après, si on regarde à plus long terme, un des intérêts de l'électrique, et d'ailleurs un peu plus globalement de la transition énergétique, c'est qu'on rentre quand même beaucoup plus dans une logique d'économie circulaire que ce qu'on a aujourd'hui avec les voitures thermiques. C'est-à-dire que la critique du faible taux de recyclage des voitures électriques, donc à la fois il est un peu contestable parce que techniquement on sait quand même pas mal faire, mais pour moi c'est pas forcément un bon argument pour tous ceux qui s'opposent à l'électrique pour cette raison-là, parce que si on regarde aujourd'hui la ressource la plus en tension pour les voitures thermiques, c'est le pétrole, et le pétrole ne se recycle
Pas du tout. On le brûle et on a du CO2 et de la pollution de l'air, quoi. Donc, avec l'électrique, on rentrera beaucoup plus dans un système où, en tout cas, une fois qu'on aura des véhicules électriques, eh bien, on pourra maintenir davantage ce parc avec beaucoup moins d'extraction que ce qu'on a aujourd'hui avec du pétrole, où en gros, à chaque fois qu'on veut faire 1 kilomètre de plus, c'est du nouveau pétrole qu'on va prendre de sous terre et qu'on met dans l'atmosphère globalement. Donc, on rentre en tout cas davantage dans cette logique-là à l'avenir. Il faut le planifier, il faut l'anticiper, etc., prévoir les usines de batteries, de recyclage de batteries, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà assez largement en cours. Donc, c'est pas en tout cas le point de tension principale qui, en tout cas, il me semble, sur cette question de l'électrique. C'est plus qu'à court terme, il faudra exploiter davantage de métaux si on veut électrifier davantage, quoi. Alors, moi, j'ai 4 questions, mais je vais en poser que 2 quand même, parce que sinon, je monopoliserai la parole. Je crois, c'était il y a 2 semaines, j'étais au salon des véhicules intermédiaires à Millau. Très bonne idée. Voilà, c'est un salon qui est hyper intéressant et on voit des véhicules du futur, je pense. Du coup, la première question, c'est sur ça. C'est quel lien vous avez avec l'Extrême Défi, avec Gabriel Plaça, si vous le connaissez, et si justement vous accompagnez peut-être l'ADEME et les équipes à développer leurs véhicules pour répondre au poids par passager, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu des dérives dans les véhicules intermédiaires. Et la deuxième question, elle est très courte, c'est sur est-ce que vous avez les chiffres du poids pour une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, de l'extraction minière, parce qu'en fait on parle souvent de 1,5 tonnes pour 80 kilos pour un passager, quoi. Mais en fait on oublie que en fait pour faire du fer, il faut synthétiser. Enfin, vous avez compris. Oui, le volume global de roche qu'on va extraire est plus important. Exactement. Oui, alors sur cette question-là, de mémoire, on doit être autour des 20 tonnes pour la voiture thermique sur la construction du véhicule en tant que tel. Donc c'est la voiture thermique en moyenne aujourd'hui, la voiture neuve thermique en France, c'est de l'ordre de 1250, 1300 kilos, quoi, 1 tonne 2, 1 tonne 3, disons. Mais du coup, si on prend en compte le fait que ces métaux-là sont dilués en effet dans un volume de roche plus important, en gros le volume de roche est de l'ordre de 20 tonnes pour le véhicule thermique, et pour l'électrique, j'ai plus l'ordre de grandeur exact en tête, mais c'est plus élevé que ça. Je ne sais plus si on tombe à 30 ou encore au-delà de ça. Mais c'est notamment la question, c'est notamment le cuivre qui est très très peu concentré. Le cuivre, c'est en moyenne, c'est un peu moins de 1% si je me trompe pas aujourd'hui. Et comme avec la voiture électrique, on passe de à peu près 20 kilos de cuivre dans une voiture thermique à plutôt, selon les sources, 50 à 100 kilos de cuivre dans une voiture électrique. Eh bien, c'est ça qui va beaucoup jouer sur ce bilan-là de ce Total Material Requirement. C'est un peu ça le critère qu'on peut prendre pour le nombre de tonnes à extraire en tout pour fabriquer un véhicule. Donc en effet, on est dans tous les cas sur des ordres de grandeur très différents. Après, la question, c'est que un des trucs que j'ai assez peu vu, c'est l'analyse en cycle de vie de ce critère-là. Quand on compare thermique et électrique, j'avais essayé de faire quelques calculs, et l'électrique, a priori, est resté plus, disons, on pourrait dire extractiviste que la voiture thermique. Mais en gros, c'est que la voiture thermique, typiquement, au-delà de sa fabrication, il faut lui rajouter de l'ordre de 10 tonnes de pétrole sur l'ensemble de son cycle de vie qui sont consommés. Et puis, bon, le pétrole est davantage concentré dans les roches, mais il faut rajouter un petit peu quand même par rapport à, si on veut calculer le total de matière mobilisée pour l'extraction du pétrole aussi. Donc, on est sur dans tous les cas, on est sur des gros ordres de grandeur. Et après, il faudrait le faire aussi pour des véhicules plus légers, et ça montrerait aussi tout l'intérêt d'aller typiquement sur ces véhicules intermédiaires. Moi, du coup, mon parcours, c'est que je suis obligé de passer par là en 2 mots pour vous expliquer, pour répondre à la première question. Moi, j'ai fini ma thèse fin 2020 et j'ai fait un petit peu plus d'1 an à l'ADEME, en particulier sur l'année 2021, où j'ai travaillé sur les scénarios de prospective, un projet qui s'appelle Transition 2050. L'idée, c'était de voir un peu différentes manières d'atteindre la neutralité carbone en France d'ici 2050. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'ADEME, et notamment Gabriel Plaça, a lancé le projet de l'Extrême Défi.
vie. Donc moi, très rapidement, c'est lui qui a lancé l'idée et qui s'est lancé là-dedans. Et du coup, moi, j'ai pu participer un peu à la réflexion sur le lancement de ce projet-là, étant à l'ADEME à ce moment-là. Et depuis, je continue à suivre en gros ce qui se fait de ce point de vue-là, mais j'ai pas d'engagement très fort ou très pratique, disons, dans l'évolution. Après, je connais un certain nombre de développeurs de ces véhicules, etc. Mais voilà, mon implication se limite un peu là de manière très concrète. Après, c'est plus que j'essaie d'en parler parce que aujourd'hui, il y a plusieurs limites qu'on peut voir, en tout cas, ou plusieurs défis à surmonter si on veut que ces véhicules intermédiaires se développent. Un d'entre eux, c'est que déjà les gens sachent ce que c'est. Sinon, il y a juste pas de demande. Aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre et il n'y a pas de demande. Il n'y a pas d'offre parce qu'il y a très peu de constructeurs de ces véhicules-là qui ont des volumes de production suffisants aussi pour passer à des effets d'échelle qui font que le prix diminue par rapport à un constructeur un peu artisanal qui en serait à son deuxième prototype et du coup, forcément, le véhicule va être hyper cher s'il n'y a que 2 véhicules de cette marque-là. Et il n'y a pas de demande parce que les gens, tout simplement, ne connaissent pas ces véhicules. Donc, à partir de ce moment-là, on peut même pas savoir eux-mêmes ne savent pas si jamais ça peut répondre à leurs besoins, dans le sens où ils connaissent pas ces véhicules, ils les ont jamais testés. Donc ça veut dire il y a un certain nombre de phases à passer et dans les phases, il faut que les politiques publiques s'intéressent à ces véhicules-là pour soutenir potentiellement les fabricants, pour mettre en place des conditions d'expérimentation et puis que le plus grand public connaissent aussi ces véhicules-là pour qu'il y ait un peu un engouement, une attente aussi à ce que ça se développe et à ce que ce soit testé. Parce qu'on sait que pour énormément d'usages de la mobilité, c'est même le cas par exemple pour le vélo assistance électrique, qui en termes d'usage n'est pas très différent du vélo par exemple, mais on sait que par exemple le fait de tester, ça peut vraiment faire passer, ça peut vraiment faire changer les habitudes de mobilité. Tant qu'on n'a pas testé un certain nombre de choses, on a les a priori classiques qu'on a en voyant un véhicule, mais on ne sait pas encore si ça peut suffisamment bien répondre à nos besoins, quoi. Donc moi j'essaie un peu plus sur la partie communication, ou disons en parler un peu plus grand public sur ces sujets-là, disons. Alors moi j'ai 2 questions. La première, c'est pour faire des batteries, il faut des matériaux qu'on va les récupérer ou en Afrique ou au centre de la France avec l'accaparement de terre, avec le projet qu'il y a pour le lithium, je crois, je ne sais plus. Et ma deuxième question, elle est sur l'utilisation de ces véhicules. Ça veut dire plus de nucléaire, donc ça veut dire quoi? Plus des projets d'installation de nouveaux réacteurs qui vont demander de l'eau pour les refroidir, sachant qu'on est dans une phase de fonte des glaciers et tout ça, donc des cours d'eau de l'eau qui va manquer. Voilà, c'était une question, je vois pas trop. Voilà, question. Oui, alors peut-être rappeler en tout cas que quel que soit le type de ressources d'énergie qu'on prend, il y a toujours des impacts qui sont en fait surtout sur une voiture qui est un mode de transport qui consomme beaucoup de ressources, et ben il y aura des impacts qui sont importants. Donc pour le coup, moi j'ai vraiment pas envie de minimiser les impacts de la voiture électrique, que ce soit d'un point de vue métaux, d'un point de vue climat, etc. Ça reste un véhicule particulièrement impactant. La question c'est de savoir sur l'électrique, comment on fait l'arbitrage entre différents types de technologies, laquelle est la moins mauvaise parmi les défis qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, là-dessus, c'est l'électrique. Parce que notamment, il y a la question du changement climatique, que si on reste au pétrole, en gros, c'est sûr qu'on n'atteint pas nos objectifs climatiques, typiquement. Et que sur les autres impacts environnementaux, eh bien, ça dépend un peu des critères qu'on regarde. Comme j'évoquais tout à l'heure sur le fameux le nombre de tonnes extraites, typiquement aujourd'hui l'électrique est un peu au-dessus. Sur l'ensemble du cycle de vie, a priori, ça reste un peu au-dessus. Donc il y a des enjeux sur lesquels l'électrique est pire, d'autres sur lesquels il est meilleur. Ça dépend un peu des critères qu'on prend, mais on est dans des ordres de grandeur au global qui sont assez comparables. Sur les métaux, alors sur la question de où est-ce qu'on les extrait, ce serait très long d'y répondre parce qu'il y a énormément de métaux qui sont nécessaires. Pour les batteries, ça dépend beaucoup des chimies de batterie. Ça, c'est un autre élément qui est important à avoir en tête. C'est que les chimies de batterie évoluent quand même pas mal. Typiquement, il y a, d'un point de vue social, notamment ce qui a été énormément critiqué à juste titre, et ça l'est toujours parce que il y a toujours ce genre de problématique-là. Il y a notamment du cobalt qui est nécessaire dans un certain nombre de ces batteries. Et qui, pour une partie du cobalt, vient de mines artisanales, notamment de République démocratique du Congo, qui font notamment travailler des enfants. Et suite à un grand nombre de critiques, notamment, qu'il y a pu y avoir là-dessus,
de plus en plus, les fabricants de batteries, les constructeurs, se tournent vers d'autres chimies de batteries, notamment une autre chimie de batterie qui s'appelle les LFP, lithium fer phosphate, qui là ne nécessite ni nickel ni cobalt, typiquement. Il y a aussi d'autres chimies de batterie qui sont en développement, ça va très vite et c'est même presque un peu difficile à suivre. Au sodium, c'est ça que vous évoquez, oui, qui permet de remplacer le lithium potentiellement. Après le lithium, on peut en avoir en France, donc comme vous évoquez, il y a des projets pas si loin d'ici. Pour le coup, moi j'ai tendance à dire, en tout cas sur cette question des métaux, alors il y en a un certain nombre qu'on pourrait potentiellement extraire en France. Alors notamment le lithium. Pour les autres, on sait assez peu parce qu'on connaît assez mal notre sous-sol. Ça fait un moment qu'il est plus forcément exploré pour exploiter des métaux typiquement. Toute la question, c'est de se dire est-ce que on préfère continuer à toujours délocaliser nos impacts ailleurs quelque part, ou est-ce qu'on assume une part de notre mode de consommation, de nos modes de vie ici, avec y compris les impacts sociaux, les impacts environnementaux que ça implique. Et du coup, peut-être qu'on aura aussi davantage de volonté à les réduire si on les voit davantage et si on ne les relègue pas toujours à l'autre bout du monde, comme c'est aujourd'hui le cas avec le pétrole, mais avec les autres métaux et en fait un peu toutes les consommations de matière qui sont nécessaires pour faire rouler nos voitures aujourd'hui. Et ça sera encore en grande majorité le cas avec les voitures électriques, mais potentiellement il y a une partie des métaux qu'on pourrait extraire davantage en France. Je m'arrête là sur cette question, on pourra en rediscuter éventuellement, mais juste pour passer à l'autre question sur les volumes de production d'électricité. En gros, si jamais on fait un scénario d'ici 2050 où on électrifie toutes les voitures et on fait aucune sobriété sur les usages de la voiture, sur la taille des voitures, sur tout ce qu'on veut, sur les leviers que j'ai évoqués, au maximum, on en arrive à un volume d'électricité qu'il faudrait pour alimenter toutes ces voitures de l'ordre de 100 TWh. Et 100 TWh, c'est à peu près l'équivalent de 20% des productions ou de la production ou de la consommation d'électricité aujourd'hui en France. Donc à la fois c'est loin d'être négligeable, faut faire plus 20%, quoi. En plus il y a d'autres secteurs qui vont demander plus d'électricité, notamment dans le bâtiment pour passer plus à la pompe à chaleur et autres. Mais en même temps c'est pas non plus une multiplication par 2 à 3 en tout cas. Donc, et pourquoi c'est pas un ordre de grandeur plus important que ce qu'on pourrait s'attendre intuitivement? C'est parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, les véhicules électriques sont plus efficaces, donc le rendement des moteurs électriques est bien meilleur. Et c'est pour ça qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont pas trop énormes quand même, en tout cas qui sont réalisables, en sachant que d'ici 2050, il faut faire monter en puissance la production d'électricité bas carbone de manière générale et notamment renouvelable si en plus on veut se séparer du nucléaire. Il y a un certain nombre de scénarios qui existent pour ça, donc quelque part les deux objectifs sont pas incompatibles. Dans les scénarios de RTE, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ne nécessitent pas de nouveaux nucléaires. Pour le coup, les plans du gouvernement, c'est de faire du nouveau nucléaire, donc pour le coup, ça va pas dans le sens de certains de ces scénarios en tout cas. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'à la fois, là j'évoquais l'ordre de grandeur pour les voitures, si jamais on fait beaucoup plus de sobriété, par contre, on peut diviser par 2 l'ordre de grandeur de 100 TWh que je viens d'évoquer. Mais c'est qu'après, comme j'évoquais, on aura des besoins aussi, par exemple, pour les véhicules utilitaires légers, pour les poids lourds, ou encore pour le transport aérien, notamment si on fait beaucoup de carburant de synthèse. Et finalement, l'aérien à lui tout seul, par exemple, pourrait faire plus de besoins d'électricité que les voitures si jamais on passe à fond sur les carburants de synthèse sans faire de sobriété sur les trafics. En gros, si jamais je fais assez simple en ordre de grandeur, si on continue la croissance de l'aérien d'ici 2050 sans trop de sobriété et qu'on veut tout remplacer par des carburants de synthèse, il faut de l'ordre de la moitié de la production électrique française actuelle. Et il y a eu un calcul similaire, la Lufthansa a dit le même ordre de grandeur pour l'Allemagne si jamais ils voulaient décarboner toute leur flotte avec des carburants de synthèse. Donc les enjeux en termes électriques dans les transports, potentiellement, ils seront même encore plus forts sur, par exemple, le maritime ou l'aérien cumulé que sur le routier qui pourrait passer plus facilement à de l'électrification directe. Plutôt que des carburants de synthèse qui demandent énormément d'électricité. Donc très clairement, ça pose aussi, encore une fois, la question de la sobriété sur ces modes-là, si on veut éviter d'avoir des volumes de production qui, même sur le papier, même dans un scénario, ne bouclent pas. Aujourd'hui, le scénario de la stratégie de la nationale bas carbone, comme j'évoquais, il est en cours de révision. Il y a pour l'instant eu 2 itérations comme ils ont fait. C'est donc, en gros, on fait des hypothèses, puis on voit est-ce qu'on atteint nos objectifs avec toutes les hypothèses qu'on fait. Et pour l'instant,
la demande électrique est trop élevée par rapport à l'offre qu'ils sont capables de mettre sur le papier dans leur scénario. Et pareil sur la biomasse, ce qui fait le lien avec la question des biocarburants. Et donc, il y a encore une question d'arbitrage en termes de ressources limitées. Eh bien, qu'est-ce qu'on privilégie? Où est-ce qu'on met de la sobriété en plus si on veut à la fois garder notre objectif de neutralité carbone et avoir un scénario qui est cohérent, quoi, quelque part. Bonsoir, je me demandais si vous aviez étudié l'impact des voitures autonomes. Parce que le déploiement d'un réseau pour que ça puisse fonctionner, ça peut être aussi... Ou s'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, par exemple. Alors oui, il y a du monde qui travaille là-dessus. Il y a des sons de cloche très différents selon qu'on regarde ce que disent les optimistes et le secteur, ou bien ceux qui regardent ça avec un œil un peu plus critique. Les optimistes diront qu'on aura des véhicules autonomes 100% électriques qui permettront de faire de la voiture partagée. Tous les véhicules seront remplis complètement avec du covoiturage parce qu'ils s'adapteront automatiquement à où est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se déplacer, etc. Et du coup, on aura quelque chose de beaucoup plus vertueux qu'aujourd'hui. Et puis, si on est un petit peu plus critique, on peut se dire que le risque, c'est qu'on continue à déployer encore plus la voiture individuelle parce que on aura une autre activité qui sera rendue possible par les véhicules autonomes pendant que ça roule. Donc, on pourra aller habiter encore plus loin de son travail, on pourra faire plus de distance, etc., etc. Finalement, après, toute la question, c'est que ces deux scénarios reposent sur le fait que c'est possible et que c'est crédible. Et ça, c'est quand même de moins en moins envisagé comme un scénario. Moi, j'avais commencé dans le secteur de la mobilité vers 2016-2017 où c'était en plein boom de ce sujet-là. Il y avait des articles dans la presse. Le titre, c'était Renault annonce que toutes ses voitures seront autonomes en 2018. Bon, on est 5 ans plus tard. Les voitures, elles sont pas très autonomes quand même par rapport à ce qui pouvait être annoncé à l'époque. Et la hype un peu des voitures autonomes a beaucoup rebaissé. Il y a beaucoup de constructeurs qui désinvestissent globalement de ce genre de technologie, mais ils font plus des annonces aussi fracassantes que quand ils investissaient pour dire qu'ils étaient en avance sur tous leurs concurrents au moment où ça faisait bien de dire ça. Donc très clairement, le fait d'être vraiment à des véhicules complètement autonomes sur lesquels il n'y a même plus besoin que le conducteur soit derrière le volant pour reprendre la main si jamais il y a un problème, il y a un indicateur sonore qui sonne pour dire reprenez le volant, là il y a un souci. Ça, c'est très clairement pas pour tout de suite. Et donc, moi, limite, j'en parle même pas parce que ça me paraît pas du tout être la priorité du moment. Et on est vers des véhicules de plus en plus high-tech, de plus en plus consommateurs d'énergie, etc. Peut-être qu'il peut y avoir des optimisations intéressantes là-dedans au global, mais qui, à mon avis, sont assez faibles par rapport aux vraies motivations qu'il peut y avoir derrière ce type de projet-là. Oui, bonjour, j'avais une question sur l'hydrogène. Vous avez déjà pas mal abordé la question, mais je me demandais si l'hydrogène, surtout dans les véhicules routiers, est-ce que ça pouvait être une solution autre qu'une solution à la marge, en fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une solution technologique qui me semble pas mal mise en avant. Et est-ce qu'on ne fait pas en fait fausse route à déjà essayer de massifier en fait la solution de véhicules en fait hydrogène? Je pense que c'est une option qui est intéressante à regarder. Potentiellement, ça pourra avoir un petit peu sa place sur certains modes, mais pas une place majoritaire. C'est que, comme l'électrique ne répond pas non plus de manière parfaite à tout, ou que des fois il y a juste des limites techniques pour certains modes, etc., c'est intéressant de pouvoir le développer. Moi, la principale critique que j'ai derrière ce développement, c'est que c'est souvent utilisé comme un argument pour dire c'est bon, on a l'hydrogène, regardez, ça n'émet plus que de l'eau quand le véhicule roule, c'est 100% propre. Et un peu le rêve technologique qui est vendu avec, de se dire on n'a pas besoin de changer nos pratiques, on n'a pas besoin de revoir notre mobilité parce que demain il y a ce type de solution magique. Et quelque part, l'électrique des fois est utilisé de la même manière. Les carburants de synthèse, en fait, il y a tout un tas de solutions technologiques de ce genre-là où il y a tout le greenwashing qui l'accompagne.
et qui fait que au global, ça peut être des trucs défavorables à la transition si jamais ça nous laisse croire que ça nous laisse finalement ne pas nous attaquer aux vrais sujets les plus compliqués dans cette transition, et ça retarde la transition par certains aspects. Mais après, qu'on cherche à développer des avions plus verts, qu'on cherche à voir est-ce que l'hydrogène on peut le développer et faire des trucs plus performants, tout ça, moi je trouve ça bien sur le fond. Mais c'est juste qu'on n'ait pas des illusions sur leur potentiel et qu'on le garde à la bonne échelle dans ce que ça peut apporter dans la transition. Et au global, dans ce que ça peut apporter sur la transition, encore une fois, c'est vraiment côté industrie qui aura plus de besoins, plus d'intérêt que côté transport. Et comme aujourd'hui on a très très peu d'hydrogène décarboné, d'hydrogène bas carbone, et que ça va mettre du temps à monter en puissance, il faudra pouvoir le réserver en priorité là où c'est le plus utile. Et là où c'est le plus utile, par exemple, ce sera pas dans les vélos assistance du coup ni pas électrique ou hydrogène, même s'il y en a qui développent des projets de ce genre-là, quasiment pas non plus dans les voitures, dans les véhicules utilitaires légers, même si c'est des véhicules un peu plus lourds, assez peu. Dans les poids lourds, là, ce sera sûrement un complément, assez probablement un complément, mais ce sera pas non plus la majorité. Et il y a encore pas mal de limites techniques, y compris sur l'avion hydrogène. L'idée, c'est de faire un avion hydrogène en service commercial à partir de 2035. Je pense que techniquement, ils y arriveront, mais pareil, ça va pas décarboner une grande partie du transport aérien, parce que ça ira pas à des distances suffisantes pour du long courrier, notamment. Donc, voilà un petit peu ce que j'en pense. Bonjour. Moi, je me posais la question d'un point de vue pratique pour ce qui est le covoiturage. En fait, je me dis si moi j'habite donc dans une zone rurale, je travaille à Saint-Étienne. Comment est-ce qu'on va faire avaler la pilule aux gens, de leur dire ben voilà, on va essayer de tous passer en covoiturage. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper les moments où on a des imprévus dans le transport, en fait. Par exemple, on rentre du travail, on a oublié de prendre telle ou telle commission, tel ou tel achat qu'on voulait faire, et en fait, on est obligé de rentrer à la maison parce qu'il y avait le covoiturage qui était prévu. Est-ce qu'il y a des stratégies auxquelles on a pensé vis-à-vis de ça ? Est-ce que, je sais pas, la commande en ligne de produits, quand, je sais pas, c'est un camion qui amène en campagne des trucs qu'on aurait commandés sur Internet, est-ce que ça peut avoir un intérêt là-dedans ? Comment est-ce que ça passe le covoiturage facilité ? Ouais, c'est une bonne question. Alors pour l'instant, le covoiturage, il s'est en effet surtout développé sur la longue distance, avec un certain nombre un peu d'effets rebonds aussi, dans le sens où pour beaucoup, c'est des usagers qui auraient pris le train si jamais il n'y avait pas eu le covoiturage. D'autres se seraient pas déplacés. À la fois, il y a un côté social positif, mais en termes d'émissions, du coup, il n'y a pas eu de gain très significatif au global sur la longue distance. Selon moi, là où il y a le principal domaine de pertinence, c'est notamment dans des zones moins denses, notamment un peu rurales, ou en tout cas quand il y a quand même des véhicules qui passent sur les routes à ce moment-là, parce que s'il faut covoiturer, il faut quand même qu'il y ait un minimum de flux de déplacement. C'est pour ça que je le vois là où il y a plus de flux de déplacement que pour les véhicules intermédiaires, typiquement. Et notamment sur le domicile-travail, parce que c'est des déplacements qui sont en général plus longs, qui sont plus réguliers au cours de la semaine ou au cours de l'année, et du coup on peut plus facilement, ça peut valoir plus le coup finalement de s'organiser, ce qui prend du temps, que pour des trajets pour aller de temps en temps à la boulangerie, ou si à chaque fois faut se connecter à une appli ou autre pour s'organiser, c'est très compliqué. Donc à mon avis c'est plus sur ce type de déplacement là que ça peut avoir son intérêt. Après, en effet, s'organiser pour cela. Alors, soit ça peut se faire à l'échelle des particuliers via une plateforme, etc., comme on le connaît pour la longue distance, ou bien ça peut être avec des plans de mobilité des entreprises ou inter-entreprises. Par exemple, s'il y a un site de plusieurs entreprises à peu près au même endroit, qu'elles fassent un plan de mobilité ensemble pour essayer d'identifier, en fait, est-ce qu'il y en a plusieurs qui viennent à peu près du même moment, à peu près sur les mêmes horaires, etc., pour s'organiser entre eux. Donc ça peut être un autre biais pour essayer de mettre en contact des personnes qui ont des trajets similaires. Et après, sinon, un des modèles qui me paraît assez intéressant, c'est le fait d'essayer de prendre un peu le meilleur entre le covoiturage et l'autostop. Donc, ce qui peut être évoqué comme du covoiturage dynamique, c'est en gros, typiquement, il y a une entreprise qui s'appelle Ecov qui essaie de lancer un certain nombre de lignes de covoiturage où il y a un panneau lumineux, il y a un peu comme des stations de transport en commun, typiquement qu'on peut avoir actuellement, avec un panneau lumineux sur lequel un passager qui voudrait être pris en covoiturage indique sa destination, et puis en gros les automobilistes qui passent à côté peuvent voir est-ce que en fait ils vont au même endroit que cette personne-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'organiser à l'avance pour ça.
Néanmoins, il faut qu'il y ait un flux de voitures suffisant et puis suffisamment de personnes qui acceptent de prendre ce passager pour que le système soit intéressant et qu'on se retrouve pas à attendre des minutes et des minutes et puis en fait on fait 1 ou 2 fois l'expérience, puis si ça marche pas on abandonne. Donc ça veut dire il faut réussir à cibler sur les bonnes routes, les bonnes origines, destinations, un peu au bon endroit pour mettre les stations, si on veut que ça puisse marcher. Il y a un plan covoiturage depuis le début de l'année qui semble porter un minimum ses fruits. Après, c'est un peu difficile de savoir est-ce que c'est des anciens covoitureurs un peu informels, parce qu'en gros, le covoiturage aujourd'hui, il se fait beaucoup entre des personnes de la famille, entre des gens qui se connaissent, des amis, entre des voisins, ou entre des personnes de la même entreprise qui s'organisent ensemble, etc. C'est aujourd'hui surtout ça qui se fait. Et l'enjeu, c'est de réussir à massifier une échelle plus large, où y compris des gens qui se connaissent pas arrivent à se mettre en contact. Et on a de plus en plus d'enregistrements sur les plateformes de gens qui covoiturent, mais on ne sait pas si c'est des anciens qui bénéficient un peu des primes. Il y a au moins une partie de ça quelque part. Il y a des nouveaux covoitureurs aussi, mais pour vraiment passer à l'échelle, il reste encore des très gros défis. Sur le papier, il y a un très gros potentiel. Dans les faits, il y a encore pas mal de défis à surmonter pour que un peu partout sur le territoire, les gens qui veulent aller au travail avec du covoiturage aient quelque chose d'assez simple à utiliser.